de famille basée sur des liens forts de fratrie, ça c'est vrai, et surtout de la maladie et de son rapport avec le corps. La maladie de l'homme de pierre. Moi, sincèrement, je ne savais pas trop ce que c'était jusqu'à aujourd'hui. Lorsque j'ai vu le film, je suis allé sur Internet et je voulais savoir, mais c'est quoi cette maladie? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette maladie? Et là, vous avez fait un film vraiment, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a une belle histoire quand même, quelque part, d'amitié, et de, voilà. Et comment se fait-il? Pourquoi vous avez réalisé un film avec un tel sujet aussi fort? Alors, tout part d'une rencontre, en fait, à Morlaix. On rencontre une famille, la famille Lagoutte, qui, un peu comme nous tous, une famille qui a des enfants, il y en a 3, puis il y en a un 4e, et puis il est atteint de la maladie de l'homme de pierre. Il y a 89 cas en France. C'est une maladie, en fait, où vous avez les muscles et les tendons qui se calcifient avec le temps. Et cette rencontre, en fait, nous a permis de nourrir le cœur du film. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je filme des corps depuis de nombreuses années. Je filme beaucoup de la danse. Et quand j'ai rencontré cette famille, en fait, il y avait 2 choses qui me sont venues. C'est la première, c'est que je pouvais confronter le corps de mon vrai frère, parce que lui, c'est mon frère dans la vie. Vous avez vu, j'ai mis la même chemise. Hein. Ça a marqué, j'espère. Et du coup, il est danseur, chorégraphe, et lui, son corps, il le déploie. Et quand j'ai rencontré, en fait, Alexandre, c'est un corps qui se calcifie, qui se pétrifie. Il avait 6 ans quand on l'a rencontré, maintenant il a 8 ans. Et en fait, j'avais envie, à travers ce point d'équilibre entre un corps qui se resserre et un autre qui s'ouvre, de parler de la maladie. Et puis, parce qu'on avait envie avec Sophie, dans notre travail de scénariste et moi de metteur en scène, de faire un film solidaire, en fait. À un moment donné, on s'est posé la question de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas s'engager sur un film? Parce que bon, en parenthèse, ce film, en fait, il faut savoir qu'il a eu le label Cinéma Équitable, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez tous que quand vous prenez une place, il y a 50% des bénéfices de votre place qui est reversé à l'association. On avait envie de porter ce film, je pense, c'était à peu près ça. Donc, c'était la rencontre avec quelqu'un, parce qu'on a aussi des enfants, il est important pour l'instant, et en fait, à un moment donné, on avait envie de se poser près d'eux. Et puis, je vous dis encore une fois, je trouve que cette maladie, bon, si vous allez sur Internet, ça s'appelle une maladie rare. 89 cas en France, il y en a 4500 de maladies rares, et en fait, on s'est dit, nous, on n'a pas de Picasso chez nous, on ne peut pas les vendre pour les aider, donc on va faire un travail cinématographique. Je crois que tu parlais de la voiture. Non, de Picasso, si j'ai pas compris. De tableau. Et en fait, voilà, donc c'est à peu près ça, Roger. C'est en fait un mélange entre l'engagement des maladies et puis, bon, par rapport à mon parcours de documentariste, j'ai beaucoup travaillé autour du handicap. Et c'était aussi une ode, quelque part, aux gens différents. Moi, j'aime me poser longtemps face à eux pour essayer de découvrir ce qu'ils peuvent nous dévoiler. Donc tout ça mélangé, ça a fait partie de la construction des histoires. Et puis j'ai eu la chance d'associer à Thomas qui a accepté un rôle extrêmement compliqué, puisque vous imaginez qu'1h44 avec un corps. Et moi j'aime son corps, j'espère que vous l'avez aimé. C'est qu'en fait j'ai découvert qu'avec son corps on pouvait aussi dialoguer. Et du coup j'ai voulu confronter son corps au sien. Celui de David Harib qui n'est pas là ce soir, mais qui est un comme. En fait, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant 1 an sur son corps pour essayer d'interpréter ce que vivait Alexandre. Et c'était une façon, comme vous l'avez dit, Roger, c'est une histoire, hein, c'est une fiction, mais à côté de ça, on a aussi un message à un moment de est-ce qu'en première partie du film, on peut accepter une maladie? Parce que vous avez vu, c'est âpre, c'est salé au début, mais c'est ce qu'ils vivent en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on fait face à notre maladie, comment l'entourage vit avec ça, comment on peut être odieux aussi avec ça. Et puis à un moment, heureusement, Lola arrive, et puis elle permet d'accepter cette maladie, puis progressivement de vivre avec, et puis aller jusqu'à la joie, c'est-à-dire en fait de tenir longtemps, le plus longtemps possible, et même de rire, sourire, courir sur la plage. C'était à cet endroit-là que je voulais le film. Voilà à peu près, en tout cas, la genèse. Mais oui, mais c'est un casting exceptionnel. Enfin, tous les personnages sont vrais, sont forts. Comment on arrive à faire un casting aussi prestigieux?
Alors, une des questions qu'on avait posées, qu'on s'est posées, après Sophie elle parlera dans tous les cas parce qu'elle parle bien du film, mais vous avez vu aussi dans le déroulant, Simon c'est notre fils en fait. Voilà. Donc ça peut paraître un film de famille, mais bon, il y a beaucoup de guéris. Alors on hésite entre une faute de frappe ou réellement non. C'est un film de clan, c'est un film de famille. Bon. Simon, c'est la boule, c'est vraiment la boule lumineuse dans le film. Pour nous, c'est le personnage qu'on devait sauver. C'est ce qui rend le film solaire. C'est qu'en fait, on n'avait pas envie que Rocco parte avant que Simon soit entre de bonnes mains. Simon est dans les mains de Lola et dans les mains d'Eddie. Et ouais, c'est un film de famille devant et derrière la caméra. Mais c'est pas au rabais, c'est juste qu'en fait, à un moment donné, on s'est dit, ce film, on va le faire avec des amateurs. Donc en fait, des gens comme nous tous, là, ici, sauf qu'en fait, moi, j'ai beaucoup travaillé en préparation avec eux, et qui dit amateur, ça veut dire juste quelqu'un, ça s'appelle des nouvelles têtes, des gens sur lesquels il faut... Émergents, ouais, c'est ça. Et en fait, par exemple, David Harib, il a 45 ans, mais c'est une nouvelle tête. Bon, Sophie, Eddie, Juliette aussi, la petite Juliette, c'est des gens de cours d'école qu'on rencontre, avec qui on a beaucoup travaillé. Et en fait, on a l'impression que c'était important dans le film. Vous savez pourquoi ? Parce que Rocco, on avait imaginé avec Romain Duris, pourquoi pas ? On l'avait imaginé avec Élodie Bouchez, pourquoi pas ? Et puis d'autres, Benjamin Millepied peut-être. Et sauf qu'en fait, on racontait pas la même histoire en fait. On avait l'impression de raconter une histoire un peu narrée voilà. Et en fait, le fait d'être avec des gens inconnus nous permettait de tenir le rôle de Rocco, de tenir le rôle de Lola, et certainement de ne pas voir le directeur de l'Opéra de Paris à l'image, en fait, vous voyez. Et en fait, c'est aussi comme ça qu'on est arrivé à l'idée de se dire, on le fait avec des amateurs, sauf qu'on a bossé 1 an pour chorégraphier de manière imperceptible, justement, tout le travail de Rocco sur le fait qu'il se cristallise. On a travaillé énormément avec Thomas qui au début n'y croyait pas parce qu'il m'a dit moi ton rôle ça va être Bernardo dans Zorro quoi. Et en fait on voulait absolument pas ça, donc en fait on a essayé de trouver comment on pouvait se positionner et dialoguer sans mots en fait, juste avec une prestance, un geste, un regard, des choses comme ça. Donc ouais, moi je suis assez content. Là on revient de Virginie en fait à Richmond, on a eu le prix d'interprétation pour l'ensemble de la distribution. Alors après, je ne sais pas ce que vous avez pensé, mais ceci étant, les Américains, eux... On va le savoir dans quelques instants. Comme ça sort le 4 juillet, en plus, c'est chouette, ça raconte quelque chose. Donc voilà, ouais, moi, je suis assez content des comédiens, en fait. Voilà. Puisqu'on parle du comédien, et puis après je vous laisse la parole, parce que c'est votre soirée quand même. Oui, c'est votre soirée. Hein, bien sûr. Non, il y a quelque chose qui m'a un peu ému ce soir, enfin, quand j'ai vu le film cet après-midi, c'est que c'est Rocco. Rocco m'a impressionné. Et je me suis retrouvé face à mon téléviseur pour la soirée de Cannes. Et le prix d'interprétation a été... Donc j'ai un peu oublié le nom de l'acteur, mais il se ressemble. Mais c'est magique ce truc. Javier Bardem. Ouais, mais comment vous avez trouvé ce type qui ressemble à celui qui a eu le prix d'interprétation à Cannes cette année? Parce qu'ils ont le même sourire, ils ont la même façon de voir, ils ont les mêmes expressions, mais c'est énorme. Bon, il faut qu'on appelle Thierry Frémaux, le directeur de Cannes, pour lui dire... Non, en fait, on l'avait rencontré finalement avant le prix qui a été remis cette année. En fait, tout le monde est amateur dans le film, tout le monde, sauf Rocco. Rocco, en fait, il est acteur de théâtre, on va dire, mais pas reconnu. En fait, c'est quelqu'un qui n'a jamais été mis à l'image. Et nous, en fait, on a suivi à travers des pièces comme une trilogie qu'il a fait d'Hugo Pavio. Mais c'est quand même très... il est plus émergent que nous, quand même. Ça fait des années qu'il joue au théâtre. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas, on va dire... médiatisé. Non, il n'est pas du tout... Mais ça fait longtemps quand même qu'il est... qu'il est en train d'essayer de travailler en fait. Et donc nous en fait ce qu'on a fait Roger, c'est qu'on a juste essayé de chercher ces gens-là et puis à un moment on l'a trouvé et moi je ne comprends pas. Et en fait au Gaumont, à Alésia, il y a 4-5 jours, il y avait Bertrand Delabey dans la salle. Bertrand Delabey, patron d'Art Média, que vous connaissez peut-être, qui est une énorme agence de comédiens. Et on en causait. En fait, je ne sais pas comment lui, il n'est pas encore arrivé à être à l'écran. C'est comme ça fait partie vous savez, de ces passoires, de choses comme ça qui fait qu'il n'est pas rentré dans le filtre.
Mais du coup, on l'a trouvé voilà. C'est le destin aussi, un C'est peu vrai, comme c'est ça, ça fait Alexandre partie et sa famille pour la maladie de l'homme de pierre. Ça fait partie de ces événements dans la vie où il faut saisir. Oui, puis et aussi la vie, ouvrir les yeux. Ça fait partie des très belles rencontres à la base amicale. Et en fait, très vite, il a été une évidence pour nous, en fait, parce que... Mais bon, il a perdu 15 kilos pour le film. Enfin, je veux dire, c'est Ouais. pas, ça a été... Très généreux. C'est quelqu'un qui a perdu 15 kilos pour le film, qui s'est gainé. Parce que vous imaginez que ce soir, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez essayer de courir, vous savez, avec le corps comme ça, perpendiculaire. C'est extrêmement compliqué. Et puis, du coup, et puis surtout, il a rencontré Alexandre, et puis il s'est imprégné d'Alexandre à l'intérieur, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est vrai que David, c'est une révélation assez forte. Bien, eh bien, Bertrand et Sophie sont là pour vous ce soir. Donc, je crois qu'il va falloir... Moi, j'ai assez travaillé. Ouais, allons-y, Hein? allons-y. Donc, c'est à vous de parler maintenant. Allez, posez. Madame, monsieur, monsieur, madame, monsieur. Allez-y, la parole vous appartient. Bonsoir. Bonsoir. Très beau film, Bonsoir. merci. Au niveau matériel, la 205 Roland Garros, elle était prise dans son jus ou vous l'avez un petit peu plus amochée qu'elle ne l'était? Elle était amochée déjà. Elle était amochée. Vous savez, c'est On des l'a prise brûlés. dans son jus. C'est des brûlés, Rocco et Eddie, vous savez, c'est nos gosses du film. Et on trouvait que c'était chouette de les mettre avec ces 205 Roland Garros pour leur laisser le ciel ouvert, en tout cas. On avait envie de ça, ils jouent toujours décapotés. C'est au moins l'espoir du haut. Mais elle était comme ça. Et on trouvait que c'était... D'ailleurs, en fait, si vous retournez, si vous allez si sur on les lieux, elle alors le existe souci encore. c'est qu'ils ont changé. Ils ont changé de capote. Ouais, Elle est ils une ont- capote neuve maintenant, Ouais. mais c'est la seule sur l'île. Donc voilà, si vous allez à l'île-Dieu un jour, si vous voyez Attention. une 205 Peugeot, Ouais. non, Roland Garros, c'est ça? Roland Garros. Voilà, mais c'est celle-ci. Il y a deux choses à faire à l'idiot si vous y retournez, c'est ça. Et quand vous rentrez dans l'escadrille, vous dites l'escadrille, bonsoir. Si vous pouvez faire ça, je pense que le patron va être fou. Très important. Parce qu'en fait, on essaie de mettre ça en boucle. Ça commence depuis le printemps, là, et c'est énorme. Chaque fois, l'escadrille, bonsoir. Et donc, du coup, si vous pouvez le faire, c'est chouette. Non, mais c'est dans son jus. Il y a beaucoup de choses dans son jus dans ce film. Alors, Une question. madame. Merci beaucoup pour le film. Un Merci. grand bravo aux acteurs, musique superbe aussi. Moi, j'avais une question par rapport à des choses qui ne sont pas dites dans le film. Et justement, parce que c'est une entreprise familiale aussi, un petit peu comme vous l'expliquiez. On ne sait pas vraiment pourquoi les frères se sont disputés avec Lola, même si on imagine que c'est lié à l'accident. Et moi, je ne l'ai pas ressenti, au moins, on ne sait pas pourquoi les frères sont disputés avec les parents aussi. Leurs parents, parce qu'autant... Lui fait beaucoup d'efforts pour le rapprocher du père de sa femme qui est décédée, autant il ne connaissait pas l'existence des parents de son père, en fait, Simon. Alors je peux répondre. Allez-y, la scénariste. Moi, je ne suis que Alors réalisateur. effectivement, Je sais. c'est une très bonne question. En fait, il n'y a pas eu de dispute avec les parents. Ils ont fui. Ils ont juste fui, en fait, parce que c'était... il y avait deux choses. Il avait envie de retrouver quand même ce fameux grand-père, donc le père de l'amour de sa vie. C'était important pour lui. Et je pense qu'à ce moment-là, il n'a plus pensé ni à ses parents, ni à sa sœur. C'est peut-être pour ça qu'elle est très en colère. Il est parti, il est juste parti. Il est resté. C'était pas prévu non plus. Donc il n'y a pas eu vraiment de séparation. Mais à la limite, c'est peut-être pire pour les parents et pour la sœur. Il y a une indifférence totale, en fait, et un oubli. Loin des yeux, loin du cœur. C'est vraiment ce qui est arrivé. Et du coup, elle s'est retrouvée toute seule, alors qu'elle avait vécu, elle faisait partie du groupe. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle leur en veut vraiment beaucoup. Mais oui, il n'y a pas eu de tension, il n'y a pas eu d'engueulade. Ils ont été... C'est vraiment un abandon. Voilà, c'est un abandon. Et quand ils sont partis, ils pensaient revenir, je pense. Quand ils sont arrivés, effectivement, il a écrit sa lettre. Et je pense que dans ses plans les plus... dans le plan idéal, il devait présenter Simon bébé à son grand-père, faire connaissance, sûrement rester quelques jours, peut-être quelques semaines, et repartir. Mais en fait, ils ne sont jamais repartis. Et ils ont mis les deux pieds dans le mensonge et dans la lâcheté, un petit peu quand même. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu.
C'est pour ça d'ailleurs que dans la mise en scène, après, ça c'est un scénariste, moi j'espère de me mettre dans la mise en scène, je voulais absolument que Lola parte très vite dans la colère. Mais après on pourrait me le reprocher, mais c'est une intention de mise en scène, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est brisée, elle est fêlée par justement le départ hyper rapide de Rocco. Et quand elle les rencontre, comme ça, il y a ce temps d'attente, ce temps de corps contre corps avec Eddie, et puis à un moment donné, en fait, elle vrille, en fait, parce qu'elle a été complètement fêlée par l'absence à ses côtés de ses frères pour tenir ses parents, enfin. Oui. Et ça, c'était une discussion qu'on avait souvent eue, parce qu'en fait, vous savez, quand on met en scène, on se dit à quel moment on doit vriller, à quel moment on doit tenir, et là, vous avez vu, Lola part très vite, comme ça, et on m'avait dit, mais non, c'est trop vite, mais non, c'est pas trop vite, c'est juste qu'à un moment donné, elle a bousillé 10 ans de sa vie pour rester à côté de ses parents, pour qu'ils tiennent, en fait, vous voyez. Et maintenant, elle retrouve là des fragments de ses frères, enfin des morceaux, comme ça, donc elle en peut plus, quoi. Donc elle pète un boulard. Et ça j'ai essayé de mettre en scène, comme ça. Alors? Oui? Une question un peu plus, ouais. Chère madame, la parole vous appartient. Bonsoir, oui, c'est pas franchement une question, c'est pour vous dire mon ressenti. Dans le premier quart d'heure, enfin tout au début du film, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai failli partir. Et puis je suis resté pour la beauté du film, pour la beauté de la façon dont c'était tourné, les paysages. Et puis le fait que ce soit des acteurs inconnus, justement. Et puis très très vite, j'ai été prise par le film, mais bravo, parce que il y a des ressentis, il y a des émotions qui sont formidables, avec des acteurs justement totalement inconnus. Et bravo, c'est vraiment profond sur la fratrie, sur la famille, sur le fait de ne pas connaître sa maman pour le petit. Non, bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il y a un truc qui m'intéresse dans votre question, enfin dans votre... C'est super ce que vous dites, ça nous fait extrêmement plaisir, certainement. Après, vous voyez, là vous avez failli partir au bout de 15 minutes. Les gens qui sont partis ? Je vais vous dire un truc, c'est une confession. On est à Orléans, là, chez Roger, tranquille. Et vous savez, ce film, en fait, il est extrêmement dur à tenir. Là, je suis extrêmement content que vous soyez là. Pourquoi ? En fait, je me bats en ce moment avec les exploitants, en fait, pour vous dire. On n'a pas on n'a pas de tête d'affiche. Donc on n'a aucune raison que vous restiez jusqu'au bout. En revanche, ce que vous avez dit, c'est une intention. Au tout départ, je voulais mettre mal à l'aise les gens. Vous avez été mal à l'aise, je promets que c'est pas une erreur. Puisque après vous avez vu qu'on avait filmé. Hein, c'était pour vous mettre mal à l'aise face à cette maladie. Et en fait, je vis en ce moment, vous savez, c'est horrible, des retours d'exploitants qui me disent qu'ils n'ont pas aimé le film. C'est pas grave. C'est juste que j'apprends qu'ils voient un quart d'heure du film. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Moi, si j'avais fait un film d'un quart d'heure, vous savez comment ça s'appellerait ? Ça s'appellerait un court-métrage. D'accord ? Et en fait, Roger, vous qui avez de la bouteille là-dessus, mais je vous le dis parce que j'ai envie de le dire ce soir, parce que votre intervention, elle correspond à ce que je vis actuellement quand je reçois des textos de mon programmateur. En fait, ce film, je l'ai fait d'1h44, sans compromis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est âpre au départ, peut-être bizarre au départ, mais pour aller vers le solaire. Et en fait, les gens qui se lèvent avant, pour moi, ils ont tout perdu. Mais vous, c'était les publics, mais moi, j'ai des journalistes qui se lèvent. J'ai des exploitants qui partent. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui me touche profondément, en fait. Donc la remarque que vous avez faite, elle correspond exactement, en tout cas, à la couleur de ce que... Alors la question qu'on peut se poser, c'est, Bertrand, est-ce qu'on fait un deuxième film ? Comment on le fait ? Est-ce qu'on commence par quelque chose de sucré au départ ? Voilà, c'est la question que je vais poser ce soir. C'est votre intention de tout mettre flou au départ. Évidemment. C'est votre intention. Et d'ailleurs, on voit que dans les pare-brises, dans les miroirs, c'est jamais transparent. Oups. Et c'est votre intention de mettre flou. Mais évidemment. Voilà. Il y a une personne qui et m'a avec dit... le mouvement, voilà. Après, on voit que vous êtes capable de faire des plans nets, des gros plans. Et voilà. D'un autre côté, quand on est venu, on savait pourquoi. Parce qu'on avait vu les personnages, on avait vu les visages. Donc, on savait bien que c'était fait exprès. Alors, 2 réponses à ça. La première, j'ai assisté à pas plus tard que je crois que c'était à Caen. Quelqu'un qui m'a dit, c'est votre premier film, moi j'ai 45 ans, donc c'est mon premier film, j'ai fait beaucoup de films avant. Hein.
mais c'est mon premier film de fiction. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez pourquoi je suis resté? Parce que j'ai vu que progressivement vous savez filmer. Alors il faut savoir que, non mais c'est intéressant ce qu'on dit là, parce qu'en fait elle a dit, le début je trouvais pas très bien filmé, et ensuite j'ai vu que progressivement ça prenait place. Donc je me suis dit que finalement au fur et à mesure qu'il tournait, il avait... Bon, alors je vous rassure tous, parce que vous êtes là en fait, je sais faire les plans de fin au début en fait. La seule chose, c'est que c'est vrai que c'est vraiment un vrai dialogue que j'avais envie de tenir. Après, parce que là franchement, vous me touchez, mais profondément de ce que vous dites, parce qu'en fait, moi j'ai l'impression qu'en fait, est-ce qu'il faut être intègre dans ce qu'on raconte? C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut toucher le bas pour monter, ou est-ce qu'il faut être au milieu pour monter? En fait, il y a un moment, c'est juste ça. C'est qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on en a causé avec Sophie, elle a écrit un film qui était d'une durceur au départ, c'est vrai. Moi, j'ai, en mise en scène, en plus, appuyé le trait. Et je pense que dans un monde qui va vite, les gens ne prennent plus patience à accepter la première partie, qui est après salé. Mais si vous avez tous autour de vous des gens qui sont dans cette situation-là, sachez que être face à une maladie, parfois, on peut être odieux avec son entourage. On peut être dur avec soi-même. Non, mais on peut l'être. On peut l'être. Et moi, j'ai juste... En tout cas, c'est mon point de vue de metteur en scène, en tout cas. Et en fait, c'est certain, c'est que j'aurais du mal à comprendre que les gens ne restent pas jusqu'au bout, en fait. Parce que du coup, ça fait partie d'une œuvre globale. Autrement, il ne durerait pas 1h44 et Roger, il aurait fait une série de courts-métrages, en fait. Oui, et puis il n'y a rien à justifier. Il n'y a rien à justifier, en fait. Alors après, excusez-moi, je me suis peut-être un peu laissé aller, mais ça fait partie de quelque chose de... En fait, c'est quand on est auteur-réalisateur, ben voilà, on se pose un peu la question parfois de se dire, est-ce qu'on doit raconter quelque chose qu'on a envie de défendre, en fait, ou est-ce qu'il faut plaire, en fait. Et moi, sur ce film-là, et je suis extrêmement content d'être dans le groupe Gaumont Pâté sur ce film, puisqu'à un moment donné, je pense que ça peut toucher des gens, même si on n'est pas dans une écriture totalement facile. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, peut-être que je me trompe, vous pouvez réagir à ça, d'ailleurs. Mais à un moment donné, moi, hier soir, j'étais à Limoges, j'ai quelqu'un qui s'est levé, en fait. Mais c'est vrai, en fait, je peux pas dire mieux. Qui s'est levé et qui a dit merci, quoi. Parce qu'à un moment donné, il a dit, c'est compliqué, votre film. C'est compliqué pour moi, j'ai pas compris le blond. Le petit blond, j'ai pas compris. Mais c'est pas grave, en fait. Après, on peut l'expliquer ce soir, on est là. Sophie, elle va vous expliquer qui c'est le petit blond. Mais, vous voyez, il y a ces endroits-là qui sont extrêmement importants pour vous, et puis pour que le film vous tourmente un peu. Voilà, après, j'arrête à toi, Roger. Non, mais, Bertrand et Sophie, une question qui m'arrive, là, qu'est-ce que vous allez garder de cette belle aventure? L'envie d'une deuxième, je pense. Une très forte envie d'une deuxième aventure. Non, ce qu'on a gardé vraiment... C'est une aventure intense. Oui, c'est une aventure intense. On peut dire familiale, j'ai pas de honte à dire familiale, parce que oui, il y avait la famille, et on s'est fait une famille aussi, une famille de cinéma, et qu'on aimerait bien suivre aussi pour le prochain projet, que ce soit technicien ou comédien, ou juste des gens qui nous ont soutenus. Après cette aventure, il me vient vraiment 2 mots que j'aimerais bien garder pour la prochaine. J'ai vraiment réfléchi à ça cet après-midi, je te l'ai pas dit, excusez-moi, mais ça n'était pas là. On se passe souvent. Voilà. C'est liberté, en fait. J'ai réfléchi à ça. Liberté et solidarité. Et je me suis dit, pourquoi ça m'a plu, pourquoi j'ai envie de recommencer. Alors, dans notre malheur, entre guillemets, parce qu'on ne va pas se plaindre, ça reste du cinéma, hein, on n'est pas non plus médecin aux urgences ou sans frontières ou je ne sais pas quoi, on ne va pas se plaindre là-dessus, même si on est tout petit, quand même. Je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est super gênant. 2 choses, j'étais dans la liberté, dans la solidarité. C'est que, oui, c'est ça, voilà. C'est qu'en fait, on a dû faire beaucoup de choses nous-mêmes. Effectivement, on n'a pas de gros distributeurs, on n'a pas d'acteurs, on n'a pas, etc. Mais en fait, on a mieux que ça, finalement, c'est la liberté. De partir sur une île pendant un peu plus de 2 mois, parce qu'on est venu un petit peu avant, un petit peu après, de déscolariser nos enfants, de trouver une équipe qui nous a suivis, et puis la liberté de changer d'avis sur le tournage tout d'un coup, hein, quand tu étais plutôt d'accord avec un truc, ou au contraire, ou c'était peut-être d'autres personnes qui changeaient d'avis, mais ça a été une liberté en fait. Mais pour moi, un tournage de cinéma,
de façon caricaturale, j'aurais bien imaginé peut-être le producteur ou le distributeur qui arrivait et qui disait bon, je suis pas vraiment d'accord avec ça c'est trop comme ça c'est. Mais alors peut-être que je me trompe, parce que c'est vrai que c'est notre première expérience, mais en tout cas, on avait une liberté qui est énorme dans l'écriture, dans la fabrication, dans le montage, dans la distribution, et ça c'est un souvenir, ça fait partie du souvenir, c'est vraiment l'empreinte de ce souvenir. La deuxième chose, c'est la solidarité. Quand j'étais petite, mes parents, bon, ça c'est aussi une histoire entre nous, hein, mon père me disait toujours, il faut jamais louper une occasion de rendre service. C'est super important, même si de temps en temps ça peut te saouler ou quelque chose t'énerve, et transforme-le, parce que si ça rend service, je sais pas, de se garer devant un garage, on n'a pas le droit de se garer, mais si la personne dit bah allez-y si ça vous rend service, ça part de ce petit truc en fait. Et là on s'est dit en fait avec Bertrand, on avait envie de rendre service, on avait envie de s'éclater, de faire le film, mais de rendre service aussi. On s'est dit pourquoi pas plus grosse échelle. Et le fait d'être en partenariat et donc de reverser 50% des bénéfices à la FOP, ça c'est le destin qui nous a mis Marie-Emeline et Antoine sur notre chemin. Et du coup j'ai repensé à ce que me disait mon papa aussi, il faut saisir. Et sur notre chemin de la vie, on a rencontré ce petit Alexandre. On avait envie de faire du cinéma, on avait envie de donner une dimension solidaire. Et du coup, la vie a fait que du coup on a fait ça avec la FOP. Donc voilà, ça c'est les deux choses que je retiens, c'est la liberté et la solidarité. Et s'il y a une autre aventure, et le partage avec aussi le site internet, parce qu'on a expliqué le tournage, ça j'ai adoré. J'ai adoré parce que les gens sont passionnés, ils veulent savoir comment ça se passe. Et je pense que le second, je serais bien tentée de refaire ça parce que c'est chouette. Voilà, de participer au repérage, l'écriture, tout ça. Il y a un site, mesfrèreslefilm.com, en fait, et nous on a rencontré plein de gens qui disaient il faut pas dire ça, il faut pas trop montrer de photos, il faut pas expliquer comment on fait. Et en fait, nous dans notre site, vous avez le profil de tous nos techniciens avec leurs photos, l'histoire de la genèse, de l'écriture. Et en fait, j'ai l'impression qu'on se bloque à parfois ne pas voilà. Donc sachez que si vous avez envie d'en apprendre en plus là-dessus, voilà, c'est un film de partage, c'est assez généreux comme film, voilà. Il y avait des a priori sur le fait que ça donne un côté amateur, mais pas du tout. C'est du pur partage. Alors logiquement, je devais lire tout seul, hein, donc il y aurait eu moins c'est de ma faute, pardon, j'arrête. Non, mais... Bon, la musique, vous avez aimé la musique ou pas? Voilà, on allait venir à la musique, mais dans cette belle aventure, je voudrais qu'on parle quand même quelques minutes sur un personnage que je trouvais fascinant. C'est le rôle de Juliette. Elle est magnifique dedans. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur Juliette, sur le rôle de Juliette? Tout à fait. Ben alors déjà, je vais vous expliquer vous n'êtes pas pressé, hein, parce que il y a une séance, mais la genèse, en fait, c'est que quand au début, on avait coécrit avec mon frère le scénario, qui n'était pas du tout celui-ci. On avait mis, en fait, au lieu de mettre un Simon, on avait mis une fille. Hyper cliché. Parce que 2 mecs avec une fille, ça existe parfois. Et quand Sophie a repris le scénario et qu'elle l'a bien vraiment écrit, elle a mis ce garçon Simon. Sauf qu'à un moment donné, ce clan qu'on avait créé, il nous manquait en fait l'image de la femme. Et en fait, Juliette, c'est devenu pour moi le personnage féminin qui nous manquait dans ce clan, et qui, du coup, il nous fallait un gars... Juliette, elle a ce côté un peu mec, quand même. Un peu mec, un peu adulte, un peu... D'ailleurs, entre nous, vous avez remarqué que Simon et Juliette sont plus les adultes du film, alors que les Di-Rocco sont plus les gosses, à mon avis. Et du coup, Juliette, elle est phénoménale. J'avais besoin d'une fille un peu comme ça, voilà. Et on l'a retrouvée dans une cour d'école. On l'a castée. Alors, il se trouve qu'elle a des liens de parenté avec Anaïs Desmoustiers éloignés. Donc, je pense que génétiquement, ça a dû rester, mais elle est juste géniale parce qu'elle a cette voix un peu d'homme, c'est un peu dur, un peu comme ça, avec un visage très tendre, et elle vient soutenir Simon. Donc pour nous, c'est un personnage qui était essentiel avant l'arrivée de Lola. C'est le seul personnage féminin qui nous fait tenir, en tout cas, Simon, je pense. Et puis, moi ça fait partie d'une très 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 belle rencontre. Alors, pour clôturer peut-être cette soirée, la musique. Il faut qu'on parle un peu de la musique. Qui a envie de poser une question? Parce que la musique elle est exceptionnelle dedans. Chère madame. Vous avez failli partir. Comme j'ai failli partir, j'ai pas osé poser la question parce que je me suis dit quelqu'un va la poser, mais moi j'ai pas compris le petit blot. Ah, très bien. Très bien, allez, commentaire composé. Non, en fait, alors dites-moi plutôt la différence. C'est pas que vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que vous avez compris du petit blond? Je repose la question pour vous. C'est lié à votre frère
D'accord. Un enfant peut-être dans la voiture et qui soit aussi décédé. Enfin... D'accord, ok. Beaucoup plus simple. En fait, beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez vu qu'il colle à Eddie, c'est un peu le fragment d'Eddie, c'est un morceau d'Eddie. C'est certainement lui petit, c'est peut-être voilà, vous voyez, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Ça fait partie, vous savez, en fait, dans ce film, on avait besoin d'être extrêmement positif, parce que pour nous, c'est un film de vivant. Donc du coup, on a fait un petit ange blond qui, ça et là, est dans le film et il nous montre le sens de la vie. C'est aussi ça. Il est présent à chaque fois que Eddie prend une décision. Ce petit garçon est là. Et c'est vrai qu'Eddie avait un rôle très particulier parce qu'il ne parle pas. Et c'était une façon aussi d'enrichir son personnage, de pouvoir pénétrer, entre guillemets, l'esprit d'Eddie. Parce que c'était très compliqué avec un personnage muet. Et puis un côté poétique aussi, tout simplement. C'est qu'on aime la poésie et c'était très important d'avoir un personnage un peu poétique et pas complètement expliqué. On aimait bien le fait d'avoir un élément, un personnage que le public ne puisse pas contrôler, maîtriser complètement. Et pouvoir, comme dit Bruno Hanbick, je le recite parce que je l'aime beaucoup, c'est un psychiatre belge qui dit donner, entre guillemets, donner à penser. Et je trouve ça chouette. Mais effectivement, normalement, quand on l'a écrit, c'est un peu comme la voix d'Eddie. Oui, c'est la voix d'Eddie, effectivement, en fait. Ça fait partie de sa conscience, c'est un peu son Jiminy Cricket. Et du coup, vous avez vu d'ailleurs qu'à la fin, quand il recouvre la voix, au final, dans le cimetière, vous avez vu le petit part, en fait. Donc au moment où Eddie s'est déployé, on n'a plus besoin du petit Jiminy Cricket, quoi, en fait. Voilà. Après, c'est cet endroit-là, pas plus. Et avec un vrai air de famille. Un petit peu. C'est notre numéro, voilà, c'est numéro aussi 3. notre fils, ouais. Ça, vous allez finir par dire que c'est un film de famille, quoi. Mais c'est un film de famille, il faut assumer. Ouais, non, c'est si. Mais non, c'est notre... Je pense qu'on avait besoin de lui. Moi, mais Bertrand, il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais dont on vient d'échanger ensemble en dînant ensemble, c'est l'aspect financier du film. Parce que c'est vrai que nous, on a l'habitude ici dans les salles d'Orléans de recevoir pas mal d'équipes avec des budgets colossaux. Donc je parle notamment par rapport au dernier Gaston Lagaffe dont on est là, l'équipe de film qui a coûté la bagatelle de 18 millions d'euros, pour au final faire à peine 300 000 entrées. Il faut quand même savoir, donc si j'ai le droit de dévoiler ça, tout à l'heure on a discuté, ce film a été tourné en tout et pour tout avec 206 000 euros. Donc par rapport au rendu à l'écran, moi j'ai vu le film ce matin, j'ai trouvé ça vraiment bluffant. Comme quoi, avec peu, on peut arriver à faire des choses magistrales. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Sophie. Moi, j'aurais imaginé, en étant à votre place, peut-être qu'à un moment donné, cette liberté aurait pu être freinée par l'aspect pécunier. Mais en tout cas, c'est pas du tout ce qui transparaît dans le film. Donc bravo pour ça. Je pense que ça a amplifié. Merci beaucoup. Merci, mais c'est vrai que la liberté a été amplifiée et l'envie de bien faire. Parce que quand on sait qu'on a un petit budget, forcément, on a la niaque en fait. Ça éveille les idées en fait. Et 18 millions, il n'y a pas besoin vraiment de faire de penser. Enfin, non, en fait, nous le problème c'est qu'on est un sou, c'était un sou quand même de rien sur cette histoire et du coup, on a un peu passé de temps en fait à préparer le film et tout ça. Oui, après les gens autour de nous étaient très généreux aussi. Ouais. Du coup, après, ce qui est certain, c'est qu'on ne veut pas que le film non plus n'existe que parce que ça coûte 206 000 euros. C'est juste parce qu'en fait, c'est un vrai film qu'on veut assumer. Mais c'est vrai que la manière dont on l'a fait, en fait, a été à côté de la route de quelque chose qui est démesuré. Nous, on a mis tout l'argent dans le film, en fait. Tout ce que vous voyez, c'est dans la réflexion du film, c'est pas du tout dans le reste. Et du coup, ça, c'est ce que... C'est une vraie prouesse. C'est ce que tu relèves, Sébastien. Cinématographiquement parlant, c'est une vraie prouesse. Et en fait, merci en tout cas, parce que du coup, et même l'argent qu'on a mis, en fait, le seul argent qu'on a mis vraiment, c'est la musique. Parce qu'on en a parlé un petit peu, mais pour nous, c'est extrêmement important, parce que nous ça fait partie de notre vie depuis des années. Et du coup, j'espère que le voyage a été intéressant là-dessus, parce que pour le coup, les éditeurs et les producteurs, ils veulent toujours un peu plus d'argent. Donc ça, c'est ce qui a finalement coûté un peu plus cher. Mais, et en fait, j'espère que ça vous a transporté, parce que... ce film qui a économie de mots, vous avez 1300 mots au lieu de 3000 logiquement dans un vrai film, on l'a tenu aussi avec une bande originale que Sophie a été dépêchée, parce que quand elle a écrit son scénario, en fait, elle a aussi écrit des... en fait, j'ai écrit les scènes que vous avez vues sur les musiques que vous avez écoutées, en fait. Et du coup, j'avais envie qu'elles soient à l'écran. Donc
On a eu beaucoup de chance quand même dans les rencontres. Donc on a eu Manu Chao, on a eu Talisco, on a eu... on a eu Clément Simon, Black Lily, Tana, Eddie Lagouillache. En fait, c'était drôle. C'est intéressant, c'est qu'en fait, elle a vraiment écrit sur les musiques que vous avez écoutées. On a appelé les éditeurs et producteurs, et comme Sébastien, comme tu disais, ils ont joué le jeu, en fait, de venir, alors à moindre prix, de venir. Et en fait, pour nous, c'était extrêmement important pour vous de vous emporter dans cette histoire avec ces musiques-là. Et après, il y a Clément Ducol, qui est le petit ami de Camille dans la vraie vie. Et Mathieu Benassen. Qui nous ont fait la fin, notamment, sur La Noyade, qui est une musique extraordinaire, je trouve extraordinaire. Ah, ou pas, non, ordinaire, mais du coup, voilà. Une question ici. Mais la chanson pour l'anniversaire de Simon, c'est vous qui l'avez écrite? Non. Parce que c'est Eddie et Rocco qui chantent. Exactement. Il s'appelle Eddie Lagouillache. C'est le copain de lycée. Le lycée de Nancy. Nancy. Qui vient de sortir un super album, d'ailleurs. Il s'appelle On refait le monde, et en fait, il parle, vous avez vu, de la bleuserie qui saute dans les bombes. Sauf que non, pour la vraie vie, il l'a pas écrit pour notre film. C'est là où l'artiste est visionnaire. Il a été très touché, il a vu le film il n'y a pas longtemps. C'est qu'en fait, cette chanson, elle est dans l'album, en fait, elle est extrêmement contemporaine. Alors, pas dans son dernier album, non. Celui juste avant, si vous regardez. Et elle s'appelle On refait le monde. Eddie Lagouillache. Le Monde, elle s'appelle Le Monde, tout court. Le Monde Eddie Lagouillache. C'est dur à appeler Eddie Lagouillache. Il y aura un lien Spotify si vous voulez. Il y aura un lien Spotify. Ou Deezer, je sais pas quoi. On va faire quelque chose. Qui va faire que si vous voulez, au lieu de chasamer, on va vous mettre les musiques à disposition. Mais écoutez Eddie, parce que franchement, c'est bien ce qu'il fait. C'est très très bien. Au niveau de la maison de Rocco, c'était une évidence de filmer celle-là? Oui, j'ai le droit de le dire. Si. Oui. En fait, c'est une maison qu'on connaît bien. En fait, c'est une maison qui appartient à des amis qui sont sur les lieux, qui nous ont fait connaître. Bah oui, mais on est malin quand on. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de pognon qu'on n'est pas pro. Il faut pas avoir peur de le dire. On est malin. On est malin. Et ce sont ces personnes, d'ailleurs, Alex et Servan, je suis contente, je le cite ce soir, qui nous ont fait connaître les lieux, en plus. Et ils ont une maison, cette espèce de petite maison à l'autre bout de l'île, côté sauvage. Et c'est grâce à eux, effectivement, quand j'ai écrit le scénario, j'ai imaginé cette maison tout de suite. Parce qu'elle est vraiment à l'autre bout. Elle est vraiment côté sauvage, elle a quelque chose d'extraordinaire. Eux, sur le coup, avaient peut-être un petit peu peur, mais ils ont joué le jeu et ça s'est bien passé. Après, je conseille plus la petite cabane près de l'eau. Parce alors que moi, ça, c'est encore le... Pour le coup, je sais où se trouve la clé. Donc, si non, jamais... alors ça, t'as pas le droit. Non. Si jamais vous voulez, à la fin de la séance, que je vous dise où se trouve la clé... Je vais te dire à mi-tête, si tu fais ça, tu te feras virer de l'idée. Elle est dans la cabane. Donc, près du phare, on peut s'arranger après. Sophie veut pas, moi je m'en fous. Non, vous pouvez venir sur la terrasse, je pense. Vous pouvez même rentrer dans la maison. Par la mer. Bon, excuse-moi, Roger. Ouais. On va s'arrêter. On va libérer quand même nos amis dans quelques secondes, bien sûr. Et puis vous aussi, puisque je sais qu'il faut retourner à la capitale. Donc, mais avant de partir, pour vous remercier l'un et l'autre d'être venus à Orléans, ville très lointaine de Paris, bien sûr. Alors, permettez-moi de vous offrir quand même à tous les deux des chocolats de la maison Papillon. C'est le meilleur chocolatier d'Orléans. J'ose le dire. C'est le meilleur. Donc voilà, vous allez pouvoir déguster ça en rentrant ce soir ou demain. Mais ce soir, c'est pas mal. Mais on peut pas manger des chocolats sans boire du bon vin. Non, mais là, donc voilà. Là, on est trop donc voilà. Eh ben, merci beaucoup. Vous savez, Roger, je me disais à quoi il sert ce tabouret. Eh ben voilà, je viens de comprendre, le tabouret sert au chocolat. C'était pour toi avant que j'arrive, je crois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et puis bon, le film sort le 4 juillet. Merci beaucoup, Roger. 4 juillet, j'espère qu'on sera pas loin ou là. Hein, on verra, Roger. Bien sûr. Et donc, du coup, l'idée, c'est que on a besoin de vous, en fait. Vous êtes devenus les ambassadeurs ce soir. C'est super. Donc, en gros, quoi qu'il en soit, on a le nom de toutes les personnes qui sont là, plus ou moins. Hein. Et du coup, si vous en parlez pas, si vous pouvez en causer, on a un site, ça s'appelle mesfrèreslefilm.com, on a un Facebook, on a un Twitter. Et de toute façon, ce film-là. On n'a pas Twitter. Bon, on n'a pas Twitter. Et du coup, Instagram. Et franchement,
allez, on essaie de se créer une communauté, mes frères, et puis on se retrouve après. Okay. Et puis alors ce soir, nous avons même des cartes postales, que c'est Sébastien qui les a. Voilà. Et si vous voulez faire une signature, eh ben, elles sont à vous, et puis vous pouvez faire signer, si vous avez envie de signer, bien sûr. Oui, on a envie de signer. D'accord. Donc voilà, la soirée se continue avec des signatures et des cartes postales. Bonne nuit à tous, et à très vite. Et parlez du film. Parlez du film, parce que défendre un film comme ça, qui n'a pas coûté très cher, on compte sur vous pour que ce soit un vrai succès en France. Merci. Merci à tous.